vais essayer de parler dans l'hygiaphone, là. J'ai pas l'habitude, alors excusez-moi. Je vais juste vous donner quelques éléments auxquels je crois. Je suis convaincu que le trafic de personnes, et là je ne parle pas de la migration, mais vraiment du trafic de personnes, est à la base de l'organisation de nos sociétés, dans le sens de ce que nous allons probablement entendre très prochainement de plus en plus provenant d'abord des États-Unis, mais du rôle que ça joue dans le fonctionnement de nos sociétés. Si vous ne le savez pas, les victimes sont aussi utilisées pour faire chanter certaines personnes, ne serait-ce qu'en vous rappelant l'affaire Epstein dont on parle aux États-Unis. Ça permet, lorsqu'on a des vidéos sur certaines personnes, de leur faire un peu ce qu'on veut. Et si vous réfléchissez à ce qui s'est passé récemment, il y a 5 ans, et dont nous subissons encore les conséquences, cette coordination mondiale, comment l'expliquez-vous, par rapport au confinement de la population et à donner tous ces ordres complètement absurdes par rapport à la gestion d'une pandémie. C'est un système mondialement organisé. Et donc, cette manifestation, cette année, je la vois comme une préparation pour certains à entendre des choses dont nous allons être des auditeurs, je pense, dans le sens d'informations qui vont tomber de plus en plus, justement sur ces turpitudes extrêmement graves dont nous sommes tous des victimes indirectes, et heureusement, nous aurons tous témoins des victimes directes. Victimes indirectes dans le sens que nous sommes sous le joug de politiciens corrompus. Je vais vous citer en anglais les paroles de Don Bongino. Don Bongino, c'est le directeur adjoint du FBI actuel aux États-Unis. I will never be the same after learning the deep state global elites were involved in a global satanic cult that practiced pedophilia, child sex trafficking and child sacrifices. Je ne serai plus jamais le même après avoir appris que les élites globalistes de l'État profond étaient impliquées dans des cultes sataniques pratiquant de la pédocriminalité, le trafic d'enfants et les sacrifices d'enfants. Et il se trouve que Bongino, je crois, a vu un film impliquant une certaine HRC torturant un enfant et qu'il en a été bouleversé. Et pour moi, de lire ça de la part de Dan Bongino, ce personnage très haut placé dans l'administration américaine, est un soulagement dans le sens que ça devient officiel. Il y a 5 ans, on passait pour des farfelus que de parler de trafic. Actuellement, ça devient quelque chose d'un peu plus audible. Et vous entendez déjà parler de Epstein, Clinton, Obama. Donc des hauts dirigeants qui seraient impliqués là-dedans. Je ne dis pas qu'ils sont, je n'ai pas de preuves, mais qui seraient impliqués là-dedans. Ça pullule. Qu'en est-il en Suisse? Je pense que la Suisse n'est pas exempte de ce genre de turpitude. Particulièrement quand, par exemple, j'ai pu voir qu'une société de professionnels prenait des mesures pour indiquer que les personnes qui se diraient victimes de cultes sataniques ou autres seraient des affabulateurs. Et que si un thérapeute y croyait, eh bien, il serait tout à fait possible de le dénoncer. Admettons qu'on en entende parler
en intervision qui nous en parle. C'est possible de dénoncer. Et cette personne serait passible d'amende et même de déchéance de son titre. L'association professionnelle de santé ici en Suisse. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En disant que la police ne trouve rien, la police enquête, mais qu'il n'y a rien, donc c'est de la fabulation. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça s'il n'y a pas quelque chose d'important à essayer d'éradiquer? C'est-à-dire les gens qui pourraient croire ces témoignages. Personnellement, j'ose le dire, oui, j'y crois. Voilà. Alors, je vais repasser la parole à Olivier pour la suite. Merci à vous, vraiment. Merci à vous d'être venus. Merci de nous soutenir ainsi et de pouvoir ensuite témoigner aussi de ce que vous aurez entendu. Pour que vous le sachiez, donc nous captons et ce sera ensuite diffusé. Je vous demande toute votre attention et tout votre cœur pour accueillir Chantal Frey. Alors bonsoir Genève, bonsoir. Merci de m'accueillir. Je me nomme Chantal Frey, c'est pas mon vrai nom, c'est un nom d'emprunt que j'utilise pour dénoncer les réseaux pédocriminels. Si je parle avec mon vrai nom, je risque gros, mes enfants risquent gros, ma famille risque gros. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour témoigner d'une vérité dérangeante, mais incontournable. Le trafic des enfants, des femmes et des hommes. D'un côté, je suis très honorée d'avoir été invitée à intervenir lors de cette manifestation. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement les organisateurs. Merci beaucoup de votre présence. D'un autre côté, je ressens un profond sentiment de honte en me tenant ici devant vous. Honte pour notre humanité. Pourquoi est-il encore nécessaire d'organiser année après année des manifestations pour rappeler la dignité de nos enfants? Cela ne devrait pas être nécessaire. J'ose espérer que nous sommes tous d'accord, ici et aujourd'hui, on ne touche pas à nos enfants, n'est-ce pas? Oui. Mon sentiment de honte vient du fait que certains de nos contemporains ne partagent même pas cette évidence. L'enfant, la fille, le garçon est parfois réduit à un objet sans valeur, traité comme un déchet, bon à être exploité sous toutes ses formes, emprisonné dans les réseaux pédocriminels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner 2 exemples. Cher public, ces exemples ne sont malheureusement pas fictifs. Ce sont des histoires bien réelles, des récits d'horreur, de souffrance, de traumatisme profond. Ce sont les histoires d'une petite fille et d'un petit garçon que j'ai rencontrés personnellement ou qui ont eu le courage de me confier leur histoire. Je vais vous parler de Nathalie. Nathalie, une petite fille suisse, originaire du canton de Bâle. C'est à l'âge de 8 ans qu'elle a commencé à parler à sa maman avec ses propres mots d'enfant. Elle parlait de caves sombres, de viols en groupe, d'enfants enchaînés dans des cages, des personnes parfois masquées, d'objets bizarres utilisés pour lui faire mal à elle et à d'autres enfants. Elle racontait qu'elle avait été emmenée lors de visites chez son père dans des lieux inconnus, des bunkers isolés en pleine forêt ou encore une plage naturiste bien connue en Suisse romande. Elle disait qu'elle n'était pas seule, que d'autres enfants étaient souvent présents. Ces souvenirs, aussi terribles qu'ils soient,
ont été pris au sérieux par certains membres de sa famille, quelques amis, ainsi qu'un journaliste en chef d'un grand quotidien bâlois. Au cours de l'enquête informelle menée autour d'elle, Nathalie a reconnu plusieurs de ses agresseurs. Parmi eux se trouvaient, et ceci est très très glaçant, des personnes travaillant dans la protection de l'enfance, ainsi que certains politiciens suisses bien connus de nous tous. Par la suite, sa maman et des amis ont déposé des plaintes à différents moments et dans plusieurs juridictions. Très rapidement, les choses ont tourné au cauchemar. La fillette et ses proches se sont retrouvés en danger. Malgré des éléments troublants, des témoignages, des détails concordants, la justice a refusé de reconnaître son traumatisme, son vécu, sa vérité. Aujourd'hui encore, et je le confirme, la famille vit sous tension. Elle reçoit des menaces, subit des agressions verbales et physiques dans la rue et suivie sur la route. Les médias, avec leurs articles non fondés, contribuent à discréditer le témoignage de Nathalie, ce qui la met en grand danger. Et ceci n'est que la partie visible. Mais ce qui me révolte le plus, ce qui me paraît le plus insupportable, c'est que cet enfant, âgé aujourd'hui de seulement 13 ans, est traité de complotiste. Une enfant, mesdames et messieurs, une victime, condamnée au silence et à la méfiance générale. Où en est notre société? Où est passée la protection de l'enfance? Comment a-t-on pu en arriver là? Par ce récit, je lance un appel à l'aide, un cri du fond de mon cœur pour Nathalie et pour tant d'autres enfants oubliés, niés, abandonnés à leur souffrance. J'aimerais aussi vous parler d'un petit garçon âgé aujourd'hui de 4 ans. Il a eu son 4e anniversaire au mois de février. Je vais l'appeler Yves. Yves est né en Suisse, d'un père suisse et d'une mère étrangère. Lorsque l'enfant avait environ 2 ans, ses parents se sont séparés. La mère a déménagé, s'éloignant du père et a emmené son fils avec elle. Le papa a eu des droits de visite. Un jour, lors d'une promenade au bord du lac, près de chez eux, le petit garçon a soudain désigné un homme aux cheveux gris en criant « Oncle !» La mère n'avait jamais vu cet homme de sa vie. Mais Yves insistait et continuait à appeler « Oncle ! Oncle !» L'homme, quant à lui, a ignoré la scène. Peu après cet épisode, un autre phénomène inquiétant est apparu. La mère et plusieurs proches ont remarqué que des personnes qu'ils connaissaient de leur ancien lieu de vie, celui qu'ils avaient quitté, réapparaissaient soudainement dans leur quotidien, croisant régulièrement leur chemin comme si elles les suivaient. Dans le même temps, le petit Yves commençait à présenter des blessures, des douleurs sur le corps et à faire des cauchemars terribles. Il se réveillait la nuit en hurlant, parfois inconsolable. Heureusement, Dieu soit loué, avec le vocabulaire limité d'un petit garçon de 2 à 3 ans, il a commencé à parler. Il s'est confié à sa maman, puis à sa grand-mère. Et ce qu'il racontait, avec ses mots à lui, faisait tristement écho à l'histoire de la petite Nathalie. Même schéma, mêmes horreurs. Et aujourd'hui, Yves est un petit garçon brisé. Sa famille entière est brisée.
Il fait des cauchemars chaque nuit. Par moments, il ne mange plus, ne boit plus, ne dort plus. Il reste immobile et figé. La force quitte parfois complètement son petit corps de garçon, au point qu'il doit être transporté dans une poussette médicale spécialisée. Sa seule chance dans tout ce malheur est qu'il soit aujourd'hui entouré de personnes bienveillantes et compétentes qui le croient, qui le soutiennent, qui tentent de le reconstruire. Mais malgré cela, il n'est pas encore sauvé, pas encore à l'abri des réseaux de la traite des enfants, des réseaux pédocriminels dont il est victime. Cher public, des Nathalie et des Yves, il y en a malheureusement partout dans le monde. Ces deux enfants ont eu la force ou la chance de pouvoir parler. Mais combien d'autres restent silencieux à jamais? Combien d'enfants n'arrivent pas à exprimer leur malheur? Ou alors, quand ils y parviennent, personne ne les écoute, personne ne les croit. Ce qui est profondément révoltant dans notre système, c'est que la parole des enfants, comme celle des adultes qui dénoncent les réseaux pédocriminels, n'est pas seulement étouffée, elle est activement sabotée, ridiculisée, agressée. Souvent, ceux qui osent parler, enfants ou adultes, sont traités d'affabulateurs, de mythomanes, de fous, de folles. Ils sont discrédités, parfois persécutés par la justice, par les médias, par les institutions censées protéger, par certains de leurs familles, par certains amis. C'est d'une violence inouïe, c'est d'une violence sans nom. Bien entendu, nous sommes d'accord. Ce système de déni et de violence ne sert pas à protéger les enfants. Il sert à protéger les criminels. Cela doit cesser immédiatement. C'est pourquoi je me tiens ici aujourd'hui devant vous, en tant que survivante de la traite d'enfants, de réseaux pédocriminels internationaux, en tant que survivante de violences ritualisées. Je suis ici pour porter cette parole et pour dire haut et fort que les enfants, les femmes, les hommes abusés, exploités, violés, parfois même tués, ont besoin de nous, de vous, de moi, de nous tous. Ils ont impérativement besoin de notre aide. Avant de conclure, j'aimerais partager une réflexion avec vous. Peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous se dit, après avoir entendu tout cela, oui, c'est horrible, la traite des enfants, les abus, tout ça, il faudrait vraiment faire quelque chose. Mais bon, chacun son rôle. Laissons ceux qui sont concernés ou investis s'occuper. Moi, je ne peux pas sauver le monde. Et puis, de toute façon, je ne suis pas directement concernée. Si tel est votre raisonnement, laissez-moi vous dire, avec tout le respect que je vous dois, vous vous trompez. Les enfants maltraités nous concernent tous, que nous le voulions ou non, que nous en soyons conscients ou non. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de développer. En tant qu'enfant, puis adolescente, esclave d'un réseau de traite humaine, j'ai croisé de nombreux autres enfants maltraités comme moi. Où sont-ils aujourd'hui devenus adultes? Certains sont hospitalisés à long terme, ce qui représente un coût important pour notre système de santé. D'autres sont devenus criminels, parfois violents, parfois destructeurs et causent des dommages considérables à notre société. Certains sont en prison, ce qui génère là aussi des coûts au niveau humain,
sociaux et économiques pour toute la collectivité. Ensuite, il y a ceux et celles qui, comme moi, ont tenté de se reconstruire, ont poursuivi des études, trouvé un emploi, mené une vie soi-disant normale. Mais croyez-moi, la majorité d'entre eux, la majorité d'entre nous, ont traversé des années d'enfer et certains ne s'en sortent jamais vraiment, malgré les efforts. Ils ont besoin d'un accompagnement permanent, de soutien psychologique, médical, social, juridique. Un soutien coûteux à tous les niveaux, mais qui aurait pu être évité s'ils avaient simplement été protégés et traités avec dignité dans leur enfance. Il y en a encore d'autres. Ceux qui, à leur tour, deviennent des bourreaux. La psychologie le confirme. Un certain nombre de victimes de violences deviennent eux-mêmes agresseurs et abuseurs. Parfois même, c'est voulu. Les réseaux pédocriminels forment activement des enfants à devenir les prédateurs de demain. Ils sont brisés, façonnés pour perpétuer le cycle. Certains enfants victimes d'hier sont devenus les criminels d'aujourd'hui. Ils sont là, parmi nous. Ils représentent un danger réel et immédiat pour nos enfants, pour vos petits-enfants, pour le copain de votre voisine, pour votre collègue ou votre ami. Je vous ai parlé auparavant de cet enfant, de Nathalie, qui a reconnu certains politiciens suisses parmi ses agresseurs. On doit se poser cette question. Qui sont ces personnes? Que leur est-il arrivé dans leur enfance? Ont-ils eux aussi été victimes? Sont-ils aujourd'hui en train, à leur tour, de former les hommes et les femmes brisés, la société brisée et les criminels de demain? En conclusion, j'ai envie de vous dire du fond de mon cœur, nous ne pouvons pas fermer les yeux. Nous ne pouvons pas détourner le regard sous prétexte que ça ne nous concerne pas. Chaque enfant brisé est une société fragilisée. Chaque fois qu'un enfant est ignoré, c'est notre humanité en nous qui recule. Chaque silence face à cette horreur est une complicité volontaire ou involontaire. Mesdames et messieurs, je ne suis pas là pour faire peur. Je suis là pour réveiller les consciences. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas comme si de rien n'était. Parlez, écoutez, soutenez, osez. Même un petit geste peut faire une grande différence. Je suis debout aujourd'hui, non pas parce que j'ai survécu, mais parce que d'autres n'ont pas eu cette chance. Agissez pour Nathalie, pour Yves, pour tous les enfants qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Agissez afin que plus jamais un seul de nos enfants doive vivre cet enfer. L'union fait la force. Merci. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Olivier Bliot. Bonsoir. Alors, les chefs, vous savez, ces figures qui nous dirigent, qui nous gouvernent, nous les aimerions, ces chefs, nous les aimerions sages, des pères aimants profondément imprégnés du devoir et de la bonté, des gens pleins de savoir, en qui seraient déposées les traditions venues des âges, nos nobles pères, vêtus de blanc peut-être, de grandeur. Et puis les femmes qui chantent. Oui, bon, on va essayer de faire mieux. Je vous parlais de nos figures paternelles et je vous dis les femmes aussi, les femmes qui chantent, nous les voudrions
évocatrice des souvenirs de notre enfance. Ces femmes douces qui nous rassurent, qui évoquent, eh bien non, non. Nous avons comme femmes des gorgones, celles qui sont publiques, des gorgones qui dégorgent, qui appellent à la copulation, qui ont des faux corps et de fausses voix. Et comme père qui nous dirige, nous avons des monstres partout, visibles en haut, planqués en milieu, des fous inhumains, drogués, aliénés. Ils sont tueurs, ils sont pillards, ils sont violeurs, sodomites, mangeurs de chair humaine, oui, oui, sacrificateurs et dévoreurs d'enfants, des enfants qu'ils ont dépecés de leurs mains. C'est cela que nous avons. Voilà la réalité historique. Je me suis permis de mettre quelques mots crus sur une vérité insoutenable, mais que s'est-il passé? Alors Jules César nous raconte on va essayer maintenant. Vous êtes mieux, je ne sais pas. Alors, je vous raconte Jules César qui nous a livré un témoignage passionnant sur la Gaule. Il nous raconte ces Gaulois qu'il trouve très étranges. Par exemple, la tradition des géants. Vous savez, ce sont des mannequins faits d'osier et de paille qui font 5, 6, 10 mètres, qu'on fait encore aujourd'hui dans le nord de la France, où chaque ville qui se respecte a son géant, qu'on exhibe au carnaval. Mais les Gaulois, à l'époque, à l'intérieur de ces géants, mettaient des hommes, et puis ils mettaient le feu. Comme ça, les cris des suppliciés semblaient sortir du géant en osier. Et Strabon et d'autres nous racontent le sacrifice humain en tranchant la tête, car trancher la tête, c'est apporter un trophée. Ces trophées qu'on exhibait sur une pique, qu'on pendait autour des portes des maisons, ou sur le cheval, ou dont on faisait une coupe à boire, car un crâne d'un ennemi sacrifié, c'est merveilleux pour boire dedans. Aux Gaulois, le coupage des têtes, aux Germains, la pendaison, quand Wotan, Odin, réclamait le long des arbres un pendule à chaque arbre. C'était une tradition. Vous savez, on l'a encore dans le sapin de Noël, on met des pendeloques. Ce sapin qui vient du culte d'Odin. Chez les Cimbres, ici, ils sont passés tout près d'ici, ils descendaient du Danemark, ils sont allés jusqu'à Milan. Les Cimbres, c'était des prêtresses qui juchaient sur un escabeau, tranchaient la gorge des suppliciés pour y recueillir le sang dans un grand chaudron. C'est ce chaudron dans lequel on fait le gruyère aujourd'hui. Toute cette imagination au service du sacrifice humain, qui est une vieille affaire, vous voyez. Et l'on dit qu'une civilisation humaine existe dès que l'on a trace d'une sépulture, c'est-à-dire de la célébration de la mort. Car une société humaine se définit par seulement deux choses. Une langue, et avec cette langue derrière va venir les histoires, la technique, la science, les savoirs, et sa culture organique interne à une société, c'est la culture de la vie. Comment l'on accueille celui qui naît, comment on conduit celui qui meurt, et comment on élève et on respecte la vie. Comment on la perpétue, on la célèbre. Et dans la célébration de la vie, notre société, ce qui est au centre, c'est l'enfant. Puisqu'il est la vie qui vient d'éclore, et il est le futur, l'avenir, il est la perpétuation de cette vie qui est au centre de toute culture, de toute société. Et ce qu'une société est à ses enfants, c'est sa nature même. C'est pas juste un aspect, c'est sa nature. Alors, je parlais des sacrifices humains, mais on fait aussi des sacrifices d'enfants. Il a toujours existé, mais il était rare et précieux. Je vais aller vers une nuance à ce sujet-là. Le sacrifice humain est un sacrement, puisqu'il s'agit de tuer, donc de mettre dans le sacré, même si c'est ôter la vie. Le sacrifice d'enfant, l'enfant qui porte la vie, et auquel on doit la protection, c'est la deuxième puissance du sacrifice, puisque c'est tuer, ôter la vie, et en même temps ôter la vie de ce qui devient la vie, de ce qu'on vient de faire naître.
Et dans la société historique, ce sacrifice a toujours été proche de la faim. Alors quand, entre hommes, il y avait une prédation géographique, on allait tuer le voisin, conquérir, prendre les femmes, les enfants, mais c'était géographique, ethnique. Maintenant, nous avons une prédation interne qui est verticale, d'une caste qui descend en dessous dans son peuple, faire le même acte de prédation, mais pour un autre but. Alors nous sommes aussi victimes d'une prédation géographique à laquelle nous sommes livrés par les invasions, par exemple. Ce sont les mêmes qui l'organisent, c'est délibéré. Écoutez, ils mondialisent. Ils mondialisent, ils lâchent les chiens, ils lâchent les peuples entre eux en choc frontal. C'est pour mieux pouvoir perpétuer leur prédation interne de caste verticale. Allons plus loin encore. Comment est-ce qu'on tue les enfants aujourd'hui? On les tue d'abord avec le sexe. C'est-à-dire, c'est quoi le sexe? C'est l'acte sacré. C'est l'acte délicieux d'amour qui nous unit à engendrer de nouveaux enfants par la joie. Comme nous faisons l'amour. Dépouillés, mis à nu, enlacés, respirant la peau de l'être aimé, nous nous confondons dans le plaisir, la puissance. Alors nous savons toujours que c'est là, à cet endroit, que nous créons un nouvel être, un enfant. Il n'y aurait pas de vie sexuelle s'il n'y avait pas cette conscience intime. Alors tuer l'enfant par le sexe, c'est à nouveau une super transgression. C'est une folie inhumaine. Inhumaine, car c'est impossible. Vous comprenez, on a multiplié les transgressions. Le sacrifice humain, le sacrifice de l'enfant ensuite, la mise au secret et la mort par le sexe. Autant d'étages du sacré qui sont escaladés et qui enfoncent. Alors qu'en même temps, tout en nous profondément refuse ces sacrifices païens et sont inconcevables. Car voilà, je change totalement braqué, voilà. L'histoire a été impactée, elle a reçu un missile il y a 2000 ans. Et toute la trajectoire de l'humanité a été retournée par Jésus-Christ, car il a dit « Je suis le sacrifié pour tous les sacrifiés, les enfants ou les grands. Je suis la victime unique et la dernière victime. Je suis un sacrifié d'amour. » Il l'a dit, et par Jésus-Christ qui énonce cette nouvelle loi, celle de s'aimer les uns les autres, de préférer mourir avec joie plutôt que de perpétuer la chaîne de la mort. Avec lui, le sacrifice humain a cessé. Les gladiateurs ont cessé d'être tués dans des cirques. Tout a cessé. Surtout, même si parfois ça peut se trouver, on ne peut l'ignorer. La croix de Christ est en pleine lumière. Et les sacrificateurs d'enfants aujourd'hui, c'est pour cela qu'ils doivent se cacher. Car ça a été annoncé que ce n'était plus possible. Ils doivent se cacher, vous comprenez? Et ils ne peuvent pas le faire, c'est impossible de le faire. Alors la raison, elle est très simple. Tous ces gens-là, tous, c'est parce qu'ils sont possédés. Voilà encore une vérité crue, qui n'est pas bon à dire dans l'histoire. Aucun humain ne peut faire ce genre de sacrifice insoutenable. Ce n'est que possédé, agi par la force surnaturelle de celui qu'on nomme Satan, que cela est possible. Tout ça est bien emboîté. Infliger la souffrance hôpital, détourner l'amour et le bien vers les abîmes infernaux, tout en éteignant la lumière et tordre ainsi les vies, mais dans le noir, dans une chambre sans écho, en mimant sur l'enfant sacrifié l'acte d'amour, qui lui avait même donné la vie. Personne ne le peut, il faut être possédé. Pourtant, et là ça change tout, l'enfant, lui, il peut le supporter. C'est étonnant. Il peut même en sortir grand, plus fort. Vous voyez nos survivants et nos survivantes. La société est perverse, elle travestit le bien en mal. Et le clan de pouvoir infiniment pervers et transgresseur fait s'effondrer notre civilisation. Tout est lié. La famille parentale exclusive a été le premier étage, le premier confinement de l'histoire. Et l'enfant sorti de la tribu, la famille isolée, on peut prédater.
Détacher l'enfant des liens imbriqués du maillage laisse la famille isolée et précaire pour les prédateurs. Les clans du pouvoir, je reviens, cette strate hors de la société, je vous ai dit qu'ils s'étaient extraits. Ils se sont forgés, imbriqués. Ils sont en poste par le pouvoir de leur perversion. Ils sont capables par Satan, mais soumis à lui et terrorisés. La victime, elle, est innocente. À l'image du Christ, elle est protégée en son âme par la promesse divine, consciemment ou non. Cette victime, elle peut survivre là où le sacrificateur ne le peut pas. La victime est héroïque. Et l'héroïsme, c'est ce qui nous reste dans les pires moments. L'héroïsme, c'est ce qui est grand, c'est ce qui est bon, c'est la dignité intime dans la pire souffrance. C'est l'ultime liberté, le triomphe de la vie, la grandeur de l'humanité. Ce n'est pas de la résilience, c'est bien de l'héroïsme dont font preuve nos survivants et même les autres. Cette ineffable étincelle de l'âme, et ça sauve l'humanité. Mais par contre, rien ne sauvera notre civilisation. Elles sont mortelles et toutes celles qui ont pratiqué le sacrifice d'enfants sont décédées, se sont effondrées et ont disparu, et nous disparaîtrons. Et c'est tant mieux. Il faut disparaître. Il faut être remplacé pour que de nous survive le souvenir ému de ce que nous avons de beau, de grand, de ce que nous avons légué, la musique de Beethoven, ou que sais-je, la table de Renoir, ou la recette de la blanquette de veau, qu'importe. Nous avons légué tellement à l'humanité, et ça restera. Comme la Grèce antique s'est éteinte un jour, usée par les guerres à se t'entretuer les cités les unes les autres, nous allons mourir. Et enfin pouvoir donner le meilleur de ce que nous avons inventé par notre héroïsme à l'humanité, après que cette civilisation de mort disparaisse. Merci. Je vous demande vraiment, avec beaucoup de respect, d'accueillir le monsieur qui va venir ici, fondateur du CID, journaliste, monsieur Georges Glatz, ainsi que deux personnes qui sont des témoins anonymes. Bonjour, vous m'entendez bien? Bon, alors ça va. Eh bien, écoutez, je vais voir que cette journée ne devrait pas en fait exister. Le fléau des traites humains traverse les temps, les continents. Il répond, il prend son rafile dans le silence, dans la peur et l'indifférence. Ce fléau a aussi des protégeantes et des protections avec des réseaux. Je suis désolé, mais j'ai une attaque cérébrale, alors des fois je cherche mes mots. J'espère que vous allez comprendre. Donc ce fléau détruit des îles, notamment surtout pour les personnes les plus vulnérables, et je pense surtout aux femmes et aux enfants. Mais je ne suis pas là pour faire des chiffres, des théories. Je suis là pour donner la parole justement à ceux qui ne l'ont pas eu. Je pense surtout à ceux à qui on a dit « tais-toi, c'est pas vrai, tu mens, ça n'existe pas, tu es petit, tais-toi ». Mais il faut savoir à ce niveau-là, et je trouve ça important, que les victimes portent des paroles qui dérangent, parce qu'elles éclairent le chemin qui va vers une société plus juste. Ces victimes ont un savoir précieux. Savoir doit être entendu par la justice, par les politiques et par tous ceux qui font la société. En fait, écouter des victimes, c'est pas un geste de compassion, c'est une exigence de vérité.
En fait, je suis venu avec deux personnes, deux sœurs, une qui s'appelle Véro et l'autre Coco. Je les connais depuis, enfin surtout Coco depuis très longtemps, enfin Véro plutôt, très longtemps. Je la connais depuis à peu près 20 ans. Ce qu'elle va vous dire, je peux vous le dire aussi, c'est tout à fait juste, parce que j'ai les pièces juridiques qui démontrent que c'est vrai. C'est important que je vous le dise. Quand je l'ai connue il y a 20 ans, elle était vraiment, je le disais, comme elle était folle. C'est-à-dire que on avait l'impression que, vous savez pas ce qu'on disait, c'était épouvantable. Et avec des amis psychiatres, on a dû l'aider à aller dans une maison pour les gens qui ont des médecins qui sont des problèmes psychiques. Et puis aujourd'hui, cette personne, après 20 ans, eh bien, elle s'est refait. Et puis maintenant, c'est elle qui, dans cet hôpital, elle donne des soins à ceux qui n'ont pas suivant les mêmes genres de problèmes. Donc, vous voyez, c'est incroyable. Les gens, c'est une résilience extraordinaire. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, ça, on peut s'en sortir. Et c'est ça qu'elle vient de nous dire. Je vais leur donner la parole. Mais bon, attends. Bonsoir, alors je suis Léo et ma sœur Coco. Merci de respecter le fait qu'on ne veuille pas diffuser nos images sur les réseaux pour protéger nos enfants et puis nos carrières. Parce que je suis soignante et elle aussi. Donc il ne faudrait pas qu'on se retrouve sans emploi et nos enfants sur le témoignage. Cependant, il était important pour nous d'être là ce soir parce que cette journée effectivement ne devrait pas exister. On est des témoins des victimes de la traite des enfants et aussi des victimes collatérales, excusez, je ne suis pas une oratrice, du système judiciaire français et également du système ce qu'on appelle l'ASE en France, puisque nos familles ont été suivies depuis toute petite. Des milliers d'enfants sont placés et protégés alors qu'ils ne le devraient pas, que leurs familles sont mal dysfonctionnantes, et d'autres où il y a de réels problèmes et qui sont réellement en danger, eux ne sont pas placés. Donc déjà c'est un gros dysfonctionnement. Et au niveau judiciaire, donc comme le disait Georgique, nos parents ont été condamnés en cour d'assises, en première instance, en deuxième instance. Donc les faits sont avérés. Pour vous donner un petit panel, sans rentrer dans les détails, nos parents ont été condamnés pour acte de torture de barbarie, proxénétisme aggravé sur enfant de classe sanguinaire de moins de 15 ans, viol par ascendant, etc., etc., etc. Notre histoire, enfin, les plus grands souvenirs que j'ai, c'est je devais avoir 4-5 ans. Voilà, donc toute notre vie d'enfant qui a été baignée dans la violence physique, psychologique. Moi, ce soir, là, ce qui me paraît important aussi, alors évidemment, c'est de sauver tous les enfants, hein, je suis bien d'accord là-dessus, mais aussi d'avoir des actions au niveau politique par rapport à des prises en charge au niveau judiciaire, parce que c'est très compliqué quand on est victime de se faire entendre, et puis que les affaires viennent au bout. Par exemple, concrètement, mes parents ont été condamnés pour proxénétisme aggravé sur mineurs de moins de 15 ans, donc proxénétisme qui, quand a été vendu, concrètement, aujourd'hui, personne n'a été condamné pour avoir profité de nos corps, tout simplement. Donc déjà. Et tu as dit aussi, tu connaissais les noms des gens qui étaient abusés de toi. Oui, bien sûr, les noms, beaucoup de noms ont été donnés, la justice ne s'est pas saisie. Alors certains depuis sont morts, donc moi ça a été allé à faire, et puis d'autres sont laissés dans la nature. Donc à savoir que les enfants continuent encore aujourd'hui à être abusés. Ce soir, vraiment, je voulais attirer votre attention sur le fait que sauver des enfants, c'est bien. Par contre, peu au niveau politique et social s'intéresse sur que deviennent ces enfants une fois qu'ils sont sortis. Pour notre exemple, à nous, on a été sortis du réseau, on était des jeunes adultes, et donc la procédure judiciaire a été conclue, on était des jeunes adultes. Il n'y a rien qui est prévu pour des jeunes qui sont cassés, abîmés physiquement, psychologiquement,
qui n'ont plus de parents, forcément, plus de famille, qui n'ont pas eu la chance de pouvoir aller à l'école loin. Donc ça veut dire aussi un statut socio-professionnel quasi inexistant. Donc en fait, ce qui serait bien, c'est que la politique se saisisse de après. Parce que une fois qu'on a réussi à sortir de là, qu'est-ce qu'on fait? Les associations sont plus présentes, une fois que la justice a fait son œuvre, et puis elles ne sont pas nombreuses à nous aider, hormis le STIN, qui est là depuis plus de 25 ans. Parce que qui dit aussi enfance brisée, adolescence gâchée, dit jeune adulte complètement perdu. Et du coup, moi j'ai épousé un homme violent, avec qui j'ai eu 2 enfants. Et donc, Georges a continué bien aussi à nous aider, comme il a pu. Et malheureusement, mon deuxième enfant est un fils autiste. En France, aucune institution n'est en capacité, parce qu'il n'est pas déficient intellectuel, au contraire, il est HPI, comme on dit. Il a été scolarisé. Et donc là encore, le CID nous a accompagnés pour pouvoir nous permettre de vivre en Suisse. Bon, et je dis quand même. Et donc du coup, c'est vrai que cet enfant, par exemple en France, soit il aurait fallu passer, parce que du coup, autiste, donc qui, voilà, pour les travaux de la zone, il aurait pu finir placé, comme beaucoup d'enfants autistes, ou bien j'aurais pu demander de travailler, mais voilà, dans une précarité totale, pour pouvoir gérer mon enfant à domicile. Donc c'est vrai qu'il y a rien après. Le après pour les victimes, c'est très compliqué. Nous, on a eu de la chance, parce qu'on s'en sort et on essaye encore, je lutte encore, moi, pour pouvoir avoir accès à une école, là, pour monter un peu en compétence et puis du coup avoir un niveau social plus important. Et c'est la lutte, parce que du coup, rien n'est prévu. Pour les cas complexes comme nous, où en fait, on est là, on a survécu, mais après. Alors bonsoir, moi je m'appelle Coco. Je rejoins ma sœur pour dire qu'il y a effectivement quand même un problème avec l'ASE et le fait qu'on n'ait pas suivi ensuite. C'est bon là, vous m'entendez? Moi je vais vous raconter une petite histoire. À mes 18 ans pile, alors que les adultes en soi de foyer, puisque j'étais en foyer, m'ont dit d'avoir confiance en eux, confiance en l'adulte. J'ai déjà vécu l'enfer, l'horreur, j'ai surmonté doucement, j'étais seule. Et à 18 ans, on m'a dit « Encore Coco, on ne veut pas de toi, on ne veut plus de toi ». Je me suis retrouvée à la rue, seule, avec plus de parents, bien évidemment. Donc là, on se dit, est-ce qu'on a bien fait de parler? Parce que finalement, je me retrouvais à la rue. Est-ce que j'aurais dû continuer et ne rien dire? Je me suis accrochée. J'ai eu le cran d'aller carrément au bureau de la vice, de ne pas bouger et de leur dire vous me trouvez la solution. Ils ont fini par forcément me trouver une solution parce que voilà, c'est un combat tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut s'accrocher, on est seul. Moi, je suis mariée à un homme qui m'aime. J'ai eu de la chance, contrairement à Véronique. Mais il faut avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des questions. Pourquoi nous? Pourquoi? Voilà. Je voulais aussi attirer l'attention sur le fait que dans mon histoire, beaucoup de gens savaient, énormément de gens savaient. Un truc basique, j'étais attachée à une laisse de chien dans la rue en hiver, à côté de chez moi. Les gens savaient, j'étais toute nue, donc voilà, il y avait des gens qui le savaient. Il n'y en a pas un qui a bougé, pas une seule personne qui a bougé. Si jamais vous voyez un enfant en détresse, il ne faut pas, surtout, il faut agir tout de suite. Même si ça n'aboutit pas, au moins vous avez la conscience, vous avez fait quelque chose. Et ça, c'est vraiment important, très important. Voilà. Merci beaucoup, merci. Voilà, il faut oser parler, il faut oser s'exprimer, car ce n'est pas qu'aujourd'hui, le 30 juillet, qu'il faut parler de la problématique. C'est une problématique
on pourra encore en parler longtemps ce soir. Hein. On est limité à 1 heure, donc là on arrive au point où on va devoir rendre l'antenne. Mais c'est une problématique qu'il faut vraiment régler et ça va prendre peut-être du temps. Mais si on le fait ensemble, eh bien, on peut vraiment y arriver. Et il y a plein de moyens de le faire. On a vu aujourd'hui, vous pouvez acheter des livres à Chantal, en offrir à Noël. Vous pouvez étudier l'histoire avec Olivier et comprendre un petit peu que ça ne date pas d'hier. Vous pouvez faire des dons à la fondation du CID avec Georges Glatz, qui aujourd'hui est présent avec ses 2 victimes. On voit qu'on a le collectif pour l'abolition de la pédocriminalité qui nous a rejoints aussi aujourd'hui. On a Pascal Borel, qui est un homme très engagé, ceux qui le connaissent. Par rapport, on a plusieurs il a fait le déplacement aujourd'hui de venir jusque-là. Voilà, c'est important qu'on soit ensemble. Ensemble, on est vraiment plus fort. Et moi-même, voilà, il y a Dominique Chaton qui organise ça depuis 2020. Chaque année, il organise cette manifestation pour commémorer cette journée. Mais voilà, le combat continue sur tous les fronts. Il y a moi-même qui on profite en fait de la fatigue d'un conseiller d'État pour se présenter de nouveau, encore une fois, au Conseil d'État pour avoir une place dans les débats. Et cette fois, j'ai mis tout en haut de l'affiche les enfants d'abord, parce que je pense que c'est un terme qu'il faut vraiment mettre en avant. On est arrivé à un point où on ne peut plus dire « Ah, je ne savais pas. Ah bon, ah, quelle surprise !» Non, je crois que tout le monde maintenant le sait suffisamment, en tout cas entre nous, et c'est à nous de faire que tout le monde soit au courant pour que personne ne soit innocent, personne ne soit ne puisse pas savoir, et que tout le monde eh bien se mobilise pour cette protection des enfants et des personnes victimes de la traite humaine. C'est un fléau qui rapporte énormément, mais ça rapporte à une minorité. La majorité, ça reste nous. Le peuple est souverain. Alors, comme on arrive au terme, eh bien, je remercie vraiment tous les participants qui ont été là, qui ont fait pour certains beau boulot. Pour pouvoir les défrayer, on a mis un chapeau ici. Voilà, Dominique passera vers vous, vous pouvez venir au chapeau. Si le chapeau ne vient pas à vous, eh bien, venez au chapeau. C'est pour défrayer les personnes qui ont été présentes, qui sont venues pour certaines de loin, pour pouvoir témoigner aujourd'hui, pour pouvoir être là. Et j'aimerais vraiment, tout particulièrement, vous remercier aussi à vous tous d'être venus, et puis également d'être restés jusqu'au bout. On va pouvoir parler maintenant un petit peu entre nous. On a encore une demi-heure ici où on a le droit de manifester comme ça devant le Conseil d'État, devant l'Hôtel de Ville. Cet endroit historique où depuis des centaines d'années, aussi un demi-millénaire, le Conseil d'État se réunit ici. Mais il est temps maintenant que nous prenions vraiment les choses en main, qu'on arrête de déléguer à des personnes nos problèmes et que nous les prenions vraiment en main, car on voit que sinon ça ne fonctionne pas. Pour terminer, je vais donner la parole à Dominique, que je vois qu'elle est là. Voilà, tu peux sortir les mains des poches. Merci. Alors, c'est quand même plus pratique d'avoir le micro. Merci à vous du fond du cœur d'être venus nous soutenir et vous informer avec ces témoignages de première main de gens qui sont passés par l'enfer. C'est des choses que nous avons de la peine. En tout cas, c'est pas du tout facile à pouvoir croire. Et encore là, vous n'avez eu que la surface de ce qu'elles ont vécu. Vraiment que la surface. C'est difficile à croire, c'est difficile à pouvoir admettre que des êtres humains fassent subir de tels sévices, tortures, et ça comme vous voulez, il n'y a pas de mots pour parler de cette horreur. Merci d'être venu écouter et soutenir. Essayez de vous documenter, parlez-en autour de vous, parce que
c'est vraiment une gangrène de nos sociétés. Il nous s'agit de pouvoir soigner, éradiquer, je dirais. Enfin, en tout cas, de faire que les vraies valeurs prennent le dessus par rapport à ces valeurs destructrices pour notre humanité. Donc, encore merci à Olivier, merci à tous nos orateurs et oratrices. Excellente communauté, merci à tout le monde.